Presque tout dans l'activité humaine impacte la planète. Même la contraception, et bien entendu la plus utilisée, en tout cas en France, la pilule. Avant d'aller plus loin et de voir comment la pilule contraceptive impacte l'environnement, comment ça marche en fait la pilule? La pilule est un médicament ayant pour but de stopper le cycle menstruel. Oui, je dis bien stopper le cycle menstruel, car même si vous saignez tous les 28 jours, vous n'avez plus de véritable cycle car vous n'ovulez plus. Vous avez en réalité un cycle artificiel. Donc au passage, prendre la pilule pour réguler son cycle, en fait vous ne régulez rien du tout, vous en créez juste un artificiel. Le principe de l'ensemble des contraceptions hormonales, c'est d'apporter une forte dose de progestatif, autrement dit une progestérone synthétique. Il en existe plein et c'est ce qui donne les différentes générations de pilules. C'est en fonction du progestatif utilisé. Avec ce progestatif, vous faites croire à une partie de votre cerveau que vous avez déjà ovulé. Du coup, le corps ne met rien en route pour le faire. En d'autres termes, c'est un perturbateur endocrinien qu'on absorbe volontairement. Ça, c'est le fonctionnement de toutes les contraceptions hormonales, c'est-à-dire pilules, patchs, anneaux, stérilet hormonal, implants et injections. Parmi toutes ces contraceptions hormonales, il en existe deux catégories, les œstropros et les progestatifs seuls. Pour les progestatifs seuls, on bloque l'ovulation et en principe, il n'y a plus de saignement tant qu'on utilise ce contraceptif. Implants, stérilet hormonal, injections et certaines pilules sont des progestatifs seuls. En revanche, la plupart des pilules utilisées sont dites combinées, c'est-à-dire qu'on associe au progestatif un œstrogène synthétique, qui est dans la très grosse majorité des cas de l'éthénylestradiol. C'est le cas aussi pour le patch et l'anneau vaginal. Ces trois contraceptions hormonales sont des œstropros. La seule chose qui les différencie finalement, c'est leur mode de prise. L'ajout de l'éthénylestradiol, c'est surtout pour créer de fausses règles. Et c'est tout. C'est juste parce qu'on contrôle mieux l'arrivée des saignements de cette façon-là. Maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir parler écologie. Que ce soit les hormones naturelles ou synthétiques, le corps les élimine après les avoir utilisées. La plus grosse partie est éliminée à travers les urines et le reste au niveau des selles. Tout cela va donc se retrouver dans les stations d'épuration, puis dans la nature parce que les centres d'assainissement ne savent pas éliminer ces molécules. On ne les filtre pas, on ne sait pas les traiter, bref, elles restent. Seulement entre les hormones produites naturellement par la femme et celles qui sont synthétiques, il y a quand même une différence importante. L'œstrogène produit naturellement par le corps féminin est principalement de l'œstradiol, et celui qui est utilisé dans les pilules, patchs ou anneaux est de l'éthénylestradiol. Eh bien figurez-vous qu'ils n'ont pas le même potentiel œstrogénique. Étonnant, hein? C'est fou ça, je m'y attendais pas du tout. L'éthénylestradiol est 1,2 à 2,5 fois plus actif que l'œstradiol. Autrement dit, et pour simplifier, il est pratiquement en moyenne 2 fois plus puissant. À cela s'ajoute que certaines bactéries présentes dans les stations d'épuration sont capables de dégrader les œstrogènes humains, mais ne peuvent pas le faire pour l'éthénylestradiol. L'une des conséquences les plus connues de tout ça, c'est bien sûr la féminisation de certaines espèces de poissons. Depuis les années 90, on constate un phénomène étrange chez certaines espèces, la présence de vitellogénine dans les testicules des poissons. Or, la vitellogénine est une protéine qu'on observe habituellement dans les œufs des femelles. On retrouve même parfois des œufs à un stade précoce dans les testicules des mâles. Bref, les poissons mâles se féminisent et non, malheureusement, cela n'est pas dû à une crise d'identité sexuelle. Au début des années 2000, des chercheurs de l'université du Minnesota aux États-Unis ont exposé volontairement des poissons à de l'éthénylestradiol à de faibles doses. Ils ont fait l'expérience sur plusieurs années et au bout de 7 ans, ils ont obtenu une quasi-extinction de cette espèce, avec bien entendu une féminisation des mâles, mais aussi une altération des œufs chez les femelles. Les poissons seraient ainsi plus sensibles que nous à ces hormones car ils ont plus de récepteurs aux œstrogènes que les humains. Cette transformation se constate chez 37 espèces de poissons dans les lacs et les rivières, principalement d'Europe et d'Amérique du Nord. Tout simplement parce qu'ils ont été plus étudiés, ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas ailleurs. En réalité, les poissons ne sont pas les seuls à être touchés par cette anomalie, mais on retrouve cette transformation sexuelle chez d'autres espèces aquatiques, comme les alligators, les tortues et les grenouilles. Bon alors j'ai beaucoup parlé de l'éthénylestradiol jusqu'à maintenant, mais en réalité ce n'est pas le seul responsable de la féminisation des espèces aquatiques. D'autres perturbateurs endocriniens sont dénoncés aujourd'hui. Par exemple, le bisphénol A, interdit depuis 2015 en France, est un perturbateur endocrinien au pouvoir œstrogénique. Cela dit, son potentiel œstrogénique est jusqu'à 5000 fois moins important que celui de l'éthénylestradiol. Je ne cherche pas à réduire sa dangerosité en disant ça, et je suis convaincue qu'il est nécessaire de diminuer toutes les sources de pollution sur la planète, mais si on les compare dans des proportions égales, l'éthénylestradiol est tout simplement plus problématique. Il existe encore d'autres perturbateurs endocriniens qui impactent eux aussi l'environnement des espèces aquatiques,
notamment des anti-androgènes, donc anti-hormonales. On les retrouve dans de nombreux produits chimiques d'usage courant, comme des médicaments prescrits contre le cancer de la prostate, des fongicides, des antibactériens, des parabènes. Bref, il s'agit plus vraisemblablement d'un cocktail chimique d'anti-androgènes et d'œstrogènes qui féminiserait les différentes espèces aquatiques et dont la pilule fait partie. Alors bien sûr, si vous voulez être écolo jusqu'au bout, il ne suffira pas d'éviter les hormones dans sa contraception, mais de faire un effort sur l'ensemble des perturbateurs endocriniens. L'autre problème avec l'éthinoestradiol, c'est qu'il augmente les risques chez sa consommatrice de développer un cancer du sein, un cancer du col de l'utérus, une thromboembolie, une dépression, etc. Et tous ces troubles nécessiteront une autre prise en charge médicamenteuse qui finira elle aussi une fois de plus dans les eaux usées, et donc s'ajouteront au reste du cocktail chimique. Il y a aussi le problème de la chronicité de ce perturbateur endocrinien, puisqu'il est éliminé continuellement, vu que 3 semaines sur 4, la femme contraceptive en consomme. Cela expose continuellement les êtres vivants à cette pollution. Parallèlement à tout ça, eh bien, il n'y a pas que les poissons qui ont des problèmes de fertilité, mais c'est le cas aussi chez les humains. Notre fertilité diminue. Le nombre de spermatozoïdes a chuté de plus de la moitié en l'espace de 50 ans et la mobilité des spermatozoïdes et leur forme normale sont aussi en baisse. Devinez qui est accusé pour cette dégradation de la qualité du sperme? Les perturbateurs endocriniens toujours, dont l'éthinoestradiol fait donc partie. Je fais un petit ajout a posteriori pour être mieux comprise. Bien évidemment, les perturbateurs endocriniens ne sont pas la seule explication de cette baisse de la fertilité masculine. L'alimentation, la sédentarité, les vêtements ou sous-vêtements trop serrés, les portables dans la poche, etc. Tout ça participe également à cette baisse de la fertilité. Et si la fertilité masculine diminue, la procréation médicalement assistée, elle, augmente, faisant leur appel à d'autres traitements hormonaux polluants pour l'environnement. Alors ok, l'éthinoestradiol contenu dans la plupart des pilules, c'est pas top pour les êtres vivants de la planète. Qu'en est-il pour les contraceptions hormonales qui n'en contiennent pas, qui sont des progestatifs purs, comme l'implant, l'injection ou le stérilet hormonal? Est-ce plus écologique que les contraceptions oestro-pro? Bien non, pas vraiment. Les progestatifs sont souvent considérés comme moins problématiques pour la santé des femmes, car ils n'augmentent pas les risques de cancer du sein ou de thromboembolie. En revanche, ils multiplient par 2 le vieillissement du col de l'utérus. Et quand je dis les progestatifs, ça concerne en fait toutes les méthodes de contraception hormonale, puisque les combinés aussi contiennent un progestatif. Or, le col de l'utérus a un rôle crucial à jouer sur la fertilité de la femme. C'est le lieu de fabrication de la glaire cervicale, une sécrétion produite pendant la période fertile de la femme et qui permet de maintenir en vie les spermatozoïdes. Autrement dit, les progestatifs diminuent la fertilité des couples qui seront donc plus susceptibles d'être conduits vers une PMA. Je rappelle qu'un parcours en PMA fait appel à de nombreuses hormones synthétiques qui finiront une fois de plus dans les eaux usées et s'ajouteront aux cocktails chimiques existants. Les progestatifs sont tout autant que l'éthinoestradiol éliminés dans les urines et ne sont pas nettoyés des stations d'épuration pour autant, donc finiront aussi dans la nature. Il n'existe pour l'instant pas vraiment de données sur l'effet des progestatifs dans notre environnement, pas parce qu'il n'a pas d'impact, mais parce qu'on ne s'est pas franchement penché sur la question. On ne peut donc rien affirmer, mais si le progestatif est capable de bloquer la fertilité de la femme, il est tout à fait probable qu'il impacte d'autres espèces au niveau de leur système reproducteur. Il pourrait très bien participer à la baisse de la fertilité masculine, puisqu'un progestatif est aussi capable de bloquer la spermatogénèse. Quoi qu'il en soit, les progestatifs enrichissent de façon directe ou indirecte le cocktail chimique des perturbateurs endocriniens, au même titre que les parabènes, les pesticides ou encore les phtalates. La pilule et les autres contraceptions hormonales sont certes très efficaces, mais vu l'urgence écologique dans laquelle on se trouve, il convient de se poser la question suivante. Les bénéfices dépassent-ils les risques d'un point de vue écologique ? Si c'était les seules contraceptions fiables, on pourrait dire oui. Parce que continuer à surpeupler la planète sans contrôle, c'est une façon directe d'augmenter la pollution. Mais justement, ce ne sont pas les seules contraceptions à haute efficacité. Il y en a certaines que vous connaissez déjà, comme le stérilet au cuivre, la vasectomie ou encore la ligature des trompes. Ces contraceptions ne conviendront bien évidemment pas à tous les profils ou à tous les stades de vie, mais aucune contraception convient à tout le monde de toute façon. C'est pour ça qu'il faut se renseigner sur l'ensemble des contraceptions pour faire le bon choix. Il en existe d'autres, moins connues ou mal connues, comme la syntothermie, une méthode de contraception 100% naturelle et avec une fiabilité équivalente à celle de la pilule. J'ai déjà fait une petite vidéo sur le sujet que je t'invite à regarder. Il y a la contraception par hyperthermie testiculaire, avec le slip chauffant ou l'androswitch. Il s'agit aussi d'une contraception 100% naturelle, réversible et efficace.
Elle consiste à chauffer les testicules, soit en les remontant contre l'aine, ce qui les amène à une température plus ou moins de 37 degrés, soit parce qu'il y a une petite chauffette dans le slip. À cette température, la spermatogénèse est altérée et l'homme devient infécond. Il n'y a pas réellement de statistiques sur la fiabilité de cette méthode, à vrai dire, mais la sécurité contraceptive se confirme très bien par un spermogramme. D'autres contraceptions écologiques existent avec une efficacité un peu moins bonne, mais qui conviendront peut-être à certains d'entre vous. Le diaphragme, la méthode d'ovulation Billings, les méthodes calculothermiques, donc qui combinent une prise de température et un algorithme, etc. Pour les sources, vous retrouverez en lien en description mon article sur le sujet, où toutes les sources sont citées, ou sur mon compte Instagram, j'ai fait plusieurs posts sur les mêmes sujets et je détaille parfois un peu plus dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour me soutenir, vous pouvez liker la vidéo, bien sûr vous abonner, partager, ou vous pouvez aussi me suivre sur Instagram ou Facebook. Et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres infos utiles sur le cycle menstruel.